La plupart des économistes disent que le fait que le Parlement soit dissous et qu'on ait des élections dans les prochains mois est une bonne chose du point de vue de l'économie. Comme chaque mercredi, c'est l'heure de la chronique économique du docteur Daniel Guggenheim, que l'on va désormais appeler bien une revue de presse économique. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, dans cette revue de presse, il y a plusieurs sujets particulièrement importants. Et le premier, c'est justement, donc, puisque nous sommes entrés dans une période électorale, à nouveau, c'est le coût de cette campagne électorale. Oui, bonjour. D'abord, je dois préciser aux auditeurs que j'ai enlevé le masque uniquement lorsque je parlais maintenant. Je suis entré avec un masque. On n'a aucun doute sur votre respect scrupuleux des règles. C'est pédagogique, il faut le rappeler ici, puisque ça fait des semaines que je n'étais pas dans le studio. Voilà. Alors, je voulais parler effectivement d'abord des conséquences économiques de la décision de la dissolution du Parlement. Si on regarde ce qui s'est passé depuis point de vue économique et financier, depuis hier, on peut dire, c'est-à-dire quand on a su que le Parlement serait sans doute dissous, il y a eu des phénomènes très intéressants. D'abord, le shekel a encore augmenté, si c'était possible, par rapport au dollar. Ouais, il est passé à 3,22. C'est pas terrible pour l'exportation à chaque fois. Oui, mais ça montre la force du shekel, ça montre la force de l'économie. Mais alors, on va me dire, oui, mais il est fait par rapport à toutes les autres monnaies. Au moment où je vous parle, l'euro est à 3,93. Donc, et d'ailleurs, je précise, puisque j'ai parlé de ce sujet, qu'il y a beaucoup d'économistes qui parlent d'un dollar dans les prochains mois à 3 shekels, voire 2,8. Lorsque j'étais il y a plusieurs semaines ici, j'avais fait parler d'économistes qui parlaient de 3 à 25, on est en dessous. Donc ça, c'est une chose importante qui montre la vitalité et la force de l'économie. La bourse également a extrêmement bien réagi à la dissolution du Parlement. C'est vrai que la veille, elle avait baissé à cause de la mutation. Sûrement, vous en avez parlé du virus en Angleterre. Mais hier, ça a été un jour faste pour la bourse. La plupart des économistes disent que justement, le fait que le Parlement soit dissous et qu'on ait des élections dans les prochains mois est une bonne chose du point de vue de l'économie. Ah bon, parce que si on regarde ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, les choses, on vivait dans l'incertitude. C'est-à-dire, vous en avez sûrement beaucoup parlé ici, un gouvernement à deux têtes qui n'arrivait pas à prendre vraiment des décisions économiques, à part des décisions sanitaires qui d'ailleurs souvent n'étaient pas prises. On en parlera peut-être pour le troisième reconfinement. C'était un très grand problème. Alors, maintenant, une des choses très importantes dont on parlait, et qui d'ailleurs a fait que le gouvernement tombait, c'est le budget. Alors, je rappelle ce que j'avais dit quand même il y a plusieurs mois. En Israël, d'un budget à l'autre, il n'y a pas de grande différence, disons 10%. Le fait on vive maintenant, qu'on n'a pas eu de budget depuis maintenant vraiment 2 ans, ça n'a pas empêché Israël de réaliser pendant la période du Corona une des meilleures performances de l'OCDE. Maintenant, je dois dire aussi que j'étais très surpris et en colère un peu de voir il y a quelques jours, voire semaines, des titres alarmistes dans la presse ou dans la presse audiovisuelle ou dans la presse écrite sur le fait qu'Israël n'aurait pas de budget à la fin de l'année 2020 et donc on va commencer en 2021 avec des réductions massives de 100 milliards de shekels, il parlait, et que ça veut dire un quart de ce que les ministères dépensent pour leur activité, et également que tout ce qui est point de vue d'aider les associations et tout ce qui est le social serait extrêmement affecté. Tout ça, c'est faux. Et comme c'était évident d'ailleurs, c'était uniquement une question politique, puisque hier, il a été voté le même jour et à le gouvernement et au Parlement, le fait que tout ce qui a été fait en 2020 a été entériné par le budget comme il le fallait, et que donc on repart 2021 avec une baisse peut-être de 15 milliards de shekels. Vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas voté le budget de l'État pour 2020, mais en fait ce budget il a été voté de facto, il existe, et il a été même réadapté aux besoins de l'économie israélienne, et donc en fait il n'y a pas besoin de voter finalement, il n'y a pas besoin de Knesset, il n'y a pas besoin de... Alors, ce qui se passe, c'est souvent on profite du budget pour des débats nationaux et aussi pour faire certaines réformes. Maintenant, il
faut comprendre, certaines réformes auraient été, à mon avis, de toute façon reculées, comme augmenter l'âge de la retraite des femmes, parce que le peuple israélien est dans une situation très difficile. Ce que je dis, c'est que relativement aux autres pays, c'est moins grave, mais il faut comprendre qu'il y a du chômage, il faut comprendre que la situation des indépendants est difficile et des entreprises peut être difficile. Mais donc, en fait, point de vue de ce qui s'est de ce qui s'est fait de maintenant, c'était la moins des pires solutions qui a été choisie pour cela. Alors, une fois qu'on a parlé donc du coût économique, vous dites, vous nous donnez une information assez encourageante. Hein, c'est pas, on s'attendait encore à nouveau à ce que l'on dise, hein, quelques 500 millions de shekels qui vont encore coûter cher à l'économie israélienne. C'est pas apparemment le cas. Mais par ailleurs, on est à la veille. On en parlait tout à l'heure avec nos invités. On est à la veille d'un 3e confinement. Là aussi, est-ce que ça va coûter cher aussi à l'économie israélienne, ou là aussi, peut-être qu'on a ce sentiment que on s'est tellement habitué que finalement, on va passer ça comme une lettre à la poste. Oui, on a eu hier, cette semaine, les chiffres de l'Institut des statistiques concernant la fin novembre, de le point de vue de l'activité économique, point de vue du chômage, point de vue de consommation. On était, bien sûr, on n'est pas revenu à un état normal, mais on était revenu à une baisse de chômage massive. Ça veut dire, par exemple, donnez-nous c'est une donnée assez importante. Le chômage d'aujourd'hui, il est autour de 14, 15, 13... Non, 12%. 12%. Il y a certains qui parlent de 8%. On est le double de ce qu'on est d'habitude, oui. On est autour de 300 000, on doit être autour de 600, 700 000. Oui. Le taux de chômage avant la crise était de 4%. 3-4%, oui. Il est aujourd'hui donc de 12%. On était au plein emploi. Mais c'est en bonne voie, parce que on avait dit que, par exemple, les allocations pour les champs de congés sans solde allaient être stoppées lorsque l'on arriverait en dessous du seuil des 10%, n'est-ce pas? Oui, non, des 7,5%. Et finalement, il a dit, le ministère des Finances... qu'il allait continuer. C'est qu'il a dit, sans doute même après juin 2021, il va continuer. Il a dit ça pour sûrement donner aux gens moins d'inquiétude. C'est important. C'est intéressant, Daniel. C'est-à-dire, on a l'impression, vu d'ici, que tout est dramatique, que la Knesset, la dissolution de la Knesset, c'est une catastrophe, même sur le plan économique. On a l'impression que le 3e confinement, c'est une catastrophe également sur le plan économique et commercial. Et là, vous êtes en train de nous dire que, on s'habitue à toutes les choses, mais que c'est pas aussi catastrophique que ça le paraît. Oui, je voudrais dire, ce que je dis, c'est d'ailleurs les sociétés de cotation normale, internationales, qui le disent. Ouais. Ils ont dit, on ne baisse pas le taux d'Israël. Maintenant, je veux rappeler qu'en Europe, souvent, je veux dire, en France, par exemple, on parle que la France ne voudrait plus payer sa dette. Elle demande maintenant, elle fait partir de radier sa dette. En Israël, on n'en est pas là. En Europe, en Amérique, on parle d'hélicoptères non-nets, c'est-à-dire d'argent qu'on va distribuer aux personnes et aux entreprises même pas saines pour qu'ils puissent vivre. On n'en est pas dans ce cas-là en Israël. Encore une fois, je ne dis pas que la situation est facile, mais relativement à ce qui se passe dans les autres pays de l'OCDE, la situation est bonne. Alors, on va parler un peu de vaccination et des relations dans le travail au niveau de la vaccination. Qu'est-ce que cela a comme impact? Oui. Vous savez, comme dans tous les pays, on parle de ce qui s'appellerait un passeport vert. C'est-à-dire, il y a un problème. Est-ce qu'on peut obliger les gens à se vacciner? Vous savez qu'il y a une grande partie de la population qui est méfiante par rapport à cette vaccination. Alors, point de vue juridique, on ne peut pas normalement faire une intervention médicale sur une personne si elle le refuse. D'un autre côté, même juridiquement, d'après certains juristes que j'ai vus hier, le Bagat, c'était la Cour suprême cette année, pour des raisons sanitaires, a ordonner comme dans tous les autres pays d'ailleurs, des restrictions à la liberté individuelle, comme ne pas aller à tel endroit ou fermer les magasins ou des choses de ce genre. Donc, il n'est pas impossible que le Bagat, c'est-à-dire donc la Cour suprême, permette une certaine obligation de se vacciner. Maintenant, et ça va beaucoup se poser le problème, un employeur a un employé qui ne veut pas se faire vacciner. Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'après ce que les avocats disent, c'est la chose suivante. Pour l'instant, l'employé n'est pas obligé de se faire vacciner. Mais, comme l'employeur a une garantie par rapport à ses différents employés, pas seulement par rapport à lui, ou par rapport à sa clientèle peut-être, surtout par rapport à ses employés d'ailleurs, il peut dire à cette personne, tu ne veux pas
te faire vacciner, je peux pas te renvoyer. Mais la chose que je peux te demander, c'est de ne pas venir au travail. Ça, c'est sûr qu'il peut le demander. Donc, il y a pour certaines personnes, peut-être, c'est obligatoirement d'être sur place. Et donc, si en lui disant, moi, je m'excuse, si tu ne te fais pas vacciner, alors tu pourras pas venir. Ça, il peut le faire maintenant, juridiquement, j'ai lu dans la presse. Et donc, ça pourrait poser des problèmes à cette personne-là et s'obliger à se licencier, peut-être. Alors, un autre titre qui, comme je le disais tout à l'heure, aurait fait la une, la manchette de tous les quotidiens, ce sont la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Mais malheureusement, il y a d'autres titres qui sont plus importants encore que cet accord historique entre les deux pays. Mais vous avez évalué, estimé sur le plan économique la valeur de cet accord. De quoi s'agit-il ? D'abord, il faut savoir que jusqu'à l'an 2000, il y avait le Maroc avait à Tel Aviv un représentant commercial qui a été, à cause de la deuxième intifada, qui a été fermé. Maintenant, même avant cet accord-là, de façon officieuse, il y avait des échanges commerciaux entre Israël et le Maroc. On estime, j'ai vu les chiffres, de 35 millions de dollars par an, ce qui est quand même assez important. Il y avait aussi, sûrement vous le savez, on parle de dizaines de milliers d'Israéliens qui chaque année allaient au Maroc, pas directement puisqu'il n'y avait pas jusqu'à hier de vol directement d'Israël à Rabat. Donc il y avait quelque chose déjà. Maintenant, en même temps que, point de vue politique et autres, il y a eu des accords qui ont été signés hier et qui le sera, je crois, peut-être même encore aujourd'hui. Il y a des accords économiques très, très intéressants qui vont être signés entre Israël et le Maroc. Qu'est-ce que le Maroc peut donner à Israël ? Il peut donner à Israël, d'abord, tout en textile, ils sont exportateurs. Ils sont exportateurs de phosphate. Maintenant, ils sont aussi, bien entendu, pour Israël, une voie vers tous ces pays du Maghreb. Par rapport maintenant au contre, qu'est-ce que le Maroc cherche sur Israël, point de vue économique ? Il cherche le high-tech, il cherche la haute technologie d'Israël. Et surtout, un très grand accord va se faire, point de vue de ce qui est finance, bancaire, entre Israël et le Maroc. Il y a déjà, je crois que hier, déjà, ils ont signé un accord en ce sens. Hein. Oui, et bien sûr un accord de visa qui va faciliter l'arrivée des touristes encore, des deux côtés. Et donc, on peut espérer, comme ça s'est passé pour Dubaï et pour l'Union des Arabes Unis, comme nous avons parlé au début de notre interview, à part, bien entendu, quand le corona sera terminé, Israël, pour l'instant, se met des bons atouts économiques pour ce qu'on appelle la période après-corona. Eh bien, dernier thème de notre discussion ce matin, vous avez voulu parler du fisc israélien qui apparemment a décidé de choisir ses cibles et les prochaines cibles du fisc, ce sont d'abord le Bitcoin et également l'industrie du bâtiment. Oui, comme au temps où les armées romaines avaient besoin d'argent, le fisc israélien a besoin d'argent. Ça, on sait, il y a quand même un déficit. Alors, les gens qui voient un peu la presse spécialisée, point de vue finance, voient que ces derniers temps, surtout à cause de la baisse du dollar, le Bitcoin a atteint des sommets historiques au-delà de $20,000. C'est très, très important. Et pas seulement de Bitcoin, c'est aussi d'autres monnaies crypto. Et à ce moment-là, le fisc s'est dit, il sait qu'il y a des Israéliens qui achètent et qui vendent du Bitcoin. Et donc, je vais d'abord et il le sait d'ailleurs dans les comptes israéliens, et il le sait d'ailleurs sur des gens qui ont ça dans des comptes étrangers, parce qu'il faut savoir, nous avons souvent parlé ici que Israël a fait des accords avec les pays de l'Europe et même l'Amérique, et il sait qu'est-ce que les Israéliens ont à l'extérieur. Et à ce moment-là, les experts comptables de ces gens-là ont dit que leurs clients ont reçu récemment de la part du fisc israélien une demande que ces gens qui avaient du Bitcoin, même s'ils n'en avaient pas beaucoup, fassent ce qu'on appelle une déclaration de tous leurs revenus. Et ça veut dire, moi, le fisc, je vais éplucher comment vous avez chaque chose. Donc, messieurs, même si vous avez des bitcoins, ne vous étonnez pas d'avoir cette lettre. Et en plus de ça, il faut savoir que si vous gagnez un peu trop d'argent sur le bitcoin, c'est pas seulement 25% comme d'habitude sur les plus-values mobilières que vous pourriez payer, mais jusqu'à 50%, voire plus, comme si vous étiez un salarié qui vivait de ça.
ça. Un deuxième point que les fiscs vivent en ce moment, ils sont allés faire des grandes inspections dans tout ce qui est l'industrie du bâtiment. Les gens, ce qu'on appelle en Israël le shapsnim, vous savez, ceux qui font des petites installations. Et ceux qui font des masganim, de la clim dans les appartements ou autres, on est allé les vérifier récemment. Ils sont dans le collimateur. Ils sont dans le collimateur. Il y a eu une grande inscription qui s'est faite dans les derniers jours. Ils ont découvert plus de 70 millions de shekels qui avaient été non déclarés et ils vont récolter de ça 12 millions de shekels. Donc, ceux qui ont des bitcoins et ceux qui s'occupent d'industrie bâtiment, attention à vous. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, c'est sur cet avertissement que nous allons terminer cette chronique économique. Merci d'avoir été avec nous, d'être venu dans le studio, d'être revenu dans ce studio après plusieurs mois d'absence, dû bien entendu au coronavirus. Mais j'espère que le 3e confinement ne va pas nous séparer à nouveau, ça serait douloureux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, docteur Daniel Guggenheim.